Ici, bon là, il nous met de bien mettre un root password si on utilise auto-login, ce qui n'est pas mon cas. Et voilà, ils mettent que ça peut, ce que peut être le password, c'est voilà le truc, ça peut être root, quoi. Et l'avancée à l'install, elle est uniquement possible si on a désactivé l'IPv6. Ici, on peut aussi voir le website qui nous permet de voir le backup server. Donc on va pouvoir se faire une installation du backup server. Hop. Donc là, on met yes. Donc là, on a la default setting. On va avoir le default setting avec les verbose. On peut avoir les avanced setting. Donc là, on va prendre setting par défaut avec le verbose. Donc là, on voit qu'on a un conteneur qui va se créer. Donc en ID 100. L'operating system sur lequel il va tourner. Donc un Debian 13. Le type de conteneur. Donc c'est un conteneur unprivileged. Au niveau de la size, il va prendre 10 Go. Il va utiliser 2 CPU core et il va utiliser 2 Go de RAM. Ensuite, au niveau du stockage local, donc là il nous met qu'on avait 80 et on utilise 6,9 pour la partie template et que notre conteneur en storage local LVM va prendre 10,9 Go en tant que conteneur. Donc là, le template a été lancé. Donc le template a été téléchargé. Et ensuite, voilà, il lance ses différentes commandes avec l'update, avec tout ce qu'il nous faut dessus. Donc il faut bien rester sur Shell, parce que voilà, quand vous lancez une VM, en fait, si vous quittez le Shell, ça ne finira pas l'installation. Ça m'est arrivé quand j'ai fait mon test là pour la machine Umbrella OS, je lançais le script et après je faisais autre chose et en fait le script, en fait c'est comme si c'est le même principe que quand vous êtes sur un Debian ou un Ubuntu, que vous lancez du coup votre invite de commande. En fait, si vous quittez le shell, c'est comme si vous fermez l'invite de commande, donc il ne se passe rien. Donc voilà, et donc là, après, il va nous créer les accès. Donc il nous dit que ça a bien été initialisé et que l'on peut y accéder à partir d'une adresse. Modification du mot de passe. Donc je suis allé dans la. Bien sûr, donc là, comme on l'a vu, donc vous le conteneur il s'est mis là. Donc là, il a mis son nom de base, hein, donc Proxmox Backup Server, donc avec son ID 100. Donc là, dans le sommaire, on avait les différentes fonctions. Donc je vous montrerai après dans le sommaire ce qu'on a. Et du coup, là, dans console, j'ai juste fait voilà, password root. Et ensuite, modifier mon password. Et donc là, j'ai une notif qui s'est lancée alors que ce n'était pas le but. Hop, je vais retirer ça. Et donc là, j'ai fait le changement. Donc là, après, sur le sommaire, on voit la partie status dans quel lieu on est. Également le CPU user, le memory usage, le swap et l'usage là. Donc après, on va aussi avoir les ressources. On a toute la partie network, DNS, les différentes options qu'on a sur notre machine. Ici, donc, la task history, les backups, bon, la réplication, les snapshots quand on veut les prendre, la partie firewall et la partie permission, comme on peut l'avoir au niveau des VM. Donc là, si je vais du coup... Donc là après, du coup là je me suis connecté dessus donc avec le nouveau mot de passe. Donc on pourra faire une visu de backup server. Par contre ce qui est très bizarre c'est qu'à un moment en fait sur la console j'avais le shell qui s'affichait. Et donc il y avait l'adresse IP et le port et tout ça nécessaire. Donc faites bien attention quand vous utilisez les scripts de bien après remettre les informations, enfin de garder les informations des machines pour du coup pouvoir y accéder ensuite derrière quoi. Puisque là en gros je me suis un peu baladé sur le reste. Et voilà, sauf si on met les machines en statique. Donc là on aurait l'adresse IP, mais sinon en fait il n'y avait pas l'adresse IP là de base.
Donc là il est en DHCP, ça je vais le changer parce que comme c'est quand même un serveur de backup, comme il va falloir que j'y accède assez souvent. Donc il y a 2-3 trucs que je ne mettrai pas.